Donc, maintenant, on a entendu un peu les enjeux, fait qu'on voudrait vous entendre sur vos revendications, les perspectives d'action, puis aussi vous entendre sur de nous présenter un projet ou une initiative que vous portez comme organisation. Oups, ça, c'est le temps de Mélusine qui sonnait. Et donc, on voulait vous entendre un peu sur justement des exemples dans vos organisations que vous avez mis en place pour améliorer la mobilité des Montréalaises, puis favoriser l'appropriation des espaces publics. Donc, vous allez avoir à peu près 8 minutes chacune. Donc, on va commencer par Selma. Vous permettez que je revienne encore à à mon petit, mon petit attendez que je vais juste vous revenir là-dessus parce que ce qui est important, ce que je viens d'entendre, ce qui a été passé, je trouve ça très, très intéressant parce qu'il y a des intersections dans tout ce qui a été dit. C'est-à-dire, on peut s'inclure tout en tant que femme. Si on se reconnaît comme femme, vivant les mêmes obstacles d'une certaine façon, sauf que certains groupes de femmes vivent plus d'obstacles que d'autres. Et ce qui est important pour nous, c'est de déterminer vraiment, de connaître nos groupes de population. Ce qu'on travaille beaucoup, c'est de faire connaître, d'éduquer beaucoup plus, de sensibiliser, mais aller au-delà de ça, c'est-à-dire que de préciser qu'au-delà je veux dire, de l'accessibilité architecturale, en fait, c'est de penser aussi les attitudes, de penser les services qu'on offre, de penser cette population aussi et de se dire, OK, nous, on va s'adapter à la personne, aux personnes qui viennent nous visiter, mais nous n'attendons pas que les personnes viennent. C'est-à-dire que nous pouvons nous-mêmes, en tant qu'organisme, en tant que, je veux dire, en tant que professionnel aussi, avoir cette équité-là déjà dans la tête, déjà de la mettre comme une politique à l'interne. Ben, d'abord, c'est de comprendre c'est quoi l'accessibilité universelle. Qu'est-ce qu'on entend par ça aussi? C'est beaucoup, ce n'est pas rien. Il y a une définition qui a été déterminée par ça. Je vais pas vous lire tout ce qu'il y a. Je vous le laisse comme ça défiler. Mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a des axes à cette accessibilité. On parle du bâti, on parle de l'architectural, on parle des programmes, des services et des emplois aussi, ça c'est très important aussi. On parle de la communication, on parle de la sensibilisation et formation. La communication, si on parle juste de nos sites Internet, la pandémie nous a démontré à quel point on a été beaucoup plus vers le numérique, mais est-ce qu'on a pensé tous nos groupes de population? Est-ce qu'on a été inclusif dans nos informations, dans nos groupes de population? Vous avez dû le remarquer quand, au début de la pandémie, quand le premier ministre, il faisait il parlait à la population, ça a pris quelques jours pour avoir de la traduction LSQ, c'est-à-dire de l'interprétation. Donc, ça n'a pas été un automatisme. Donc, nous, on voudrait que ça devienne un automatisme. Notre travail, c'est vraiment avec les services qu'on a, avec notre programme qui est Interaidance, un service Interaidance aussi, qui offre des services de formation, d'accompagnement aux ressources. Oui, bien sûr, on aide les personnes en situation de handicap elles-mêmes, mais on offre aussi notre soutien aux ressources pour pouvoir comprendre mieux qu'est-ce qu'on entend par l'égalité, l'équité et l'accessibilité universelle aussi, mais qu'est-ce qu'on entend aussi par le handicap. Si on peut parler du handicap, la situation de handicap, comment on la crée en étant, c'est-à-dire que des fois, on peut être capacitif sans le vouloir et sans le penser, mais une fois qu'on a fait cet exercice de travailler ensemble, c'est de mieux le comprendre. Donc, je reviens par exemple pour ce que j'avais dit tout à l'heure, nos enjeux, c'est vraiment comment s'approprier sa ville. Ce n'est pas possible, ce n'est pas vraiment possible pour les femmes en situation de handicap et ça dépend du quartier où on est. C'est pas vrai. La sécurité est un enjeu très important pour les femmes, surtout les femmes en situation de handicap. Le développement durable, oui, c'est bien beau, une ville verte, des pistes cyclables partout, mais est-ce qu'on pense aussi notre population? Est-ce qu'on connaît nos groupes de population? Est-ce qu'on instaure aussi de la sensibilisation, des comportements de civisme aussi pour le partage de tout ce qui est environnement public avec des personnes qui ont des limitations aussi. Des citoyennes plutôt qui sont de seconde zone, oui, c'est un sentiment. Ce n'est pas juste un sentiment, c'est une réalité. Beaucoup de femmes le démontrent, beaucoup de femmes nous en parlent aussi. Moi, je ne connais pas, certains, c'est des témoignages, je ne connais pas ma ville. Je ne peux pas me déplacer là où je veux. Je ne peux pas par automatisme prendre mon sac et y aller. Transport adapté, même si je n'utilise pas le transport adapté, transport en commun n'est pas évident et ce n'est pas sécuritaire. Mais
ce qu'il y a. La ville sécuritaire, qu'est-ce qu'on entend? Nous, on travaille fort. D'ailleurs, on fait partie aussi, un champ, je veux dire, la ville de Montréal a lancé le champ sur l'accessibilité universelle depuis mars 2020 et on attend à ce qu'il y ait du changement pour parler vraiment d'une ville accessible, d'une ville inclusive, d'une ville sécuritaire aussi, avec une approche intersectionnelle. C'est ça qui est intéressant et on est en train de travailler là-dedans, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire tout ce qui ne va pas, mais de prendre, de contribuer aux solutions. La reconnaissance des spécificités de nos groupes de population, ça c'est très important qu'on travaille. Par exemple, si on prend un arrondissement, si vous regardez la carte de votre arrondissement, si vous regardez la population, vous n'allez pas voir que c'est vraiment fait de façon, une analyse différenciée, intersectionnelle, différenciée de sexe, c'est tout. On ne va même pas savoir combien de personnes âgées on a, on va bien même pas savoir combien de personnes en situation de handicap qui vivent dans notre arrondissement pour pouvoir avoir des programmes adaptés et des solutions adaptées à la réalité des personnes qui gravitent autour de nous. Donc, c'est pour ça qu'on crée de l'exclusion. Aussi, mettre en place des mesures d'équité, ça c'est très important. N'attendons pas aussi de voir la personne venir. Non, faisons-le avant. Pensant, si on veut penser vraiment à l'accessibilité universelle, c'est de nous dire aussi, moi, je vais mettre en place la politique de l'équité. Ça veut dire que je vais avoir les changements, je vais mettre les changements nécessaires pour pouvoir accueillir tous les groupes de population sans discrimination. Je vous donne un exemple simple, parce qu'on travaille souvent, on sensibilise. Juste prendre un autobus, par exemple, quand vous avez un siège prioritaire, ne pensez pas que ce siège prioritaire est juste mis là par hasard. Non, c'est mis vraiment pour une personne qui a une limitation et ça serait pour une femme enceinte, comme ça serait une personne en situation. Des fois, les situations de handicap ne sont pas si visibles que ça, mais si on laisse sa place, ça veut dire qu'on évite, on inclut cette personne et on évite aussi des situations de désagrément pour cette personne-là et pour nous-mêmes. Et moi, je peux parler d'un point positif aussi avec la STM, les synthèses vocales dans les autobus. Moi, je trouve, moi personnellement, ça a créé tout un changement dans ma vie, toute l'anxiété qui a disparu, juste à savoir où je vais et quand je descends sans être obligé et ça développe de l'autonomie à la personne. Donc, ce sont des initiatives très importantes et très intéressantes de mettre de l'avant. La participation active des femmes, pour nous, on travaille beaucoup là-dessus. On veut qu'elles soient présentes. La parité dans les structures, je veux dire, décisionnelles et de gouvernance, pour nous, est très importante. Et c'est d'abord la présence des personnes, même des femmes en situation de handicap, qui participent dans la prise plutôt la discussion et la prise de décision. Tout à l'heure, Catherine l'a dit, les obstacles qui sont là, ben, on est capable quand même d'éliminer les obstacles aussi. On a vu que la pandémie, on a été capable de créer le numérique, de créer le télétravail. Ben, pourquoi ne pas permettre des représentations de cette façon-là, de façon numérique? Nous, on y travaille beaucoup pour pouvoir promouvoir cette action par rapport, et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait des décennies que les femmes parlent de télétravail et de pouvoir accéder à des positions décisionnelles aussi, de participer concrètement. Donc, notre service Interaidance, comme je le dis, est un service qui est offert aux personnes elles-mêmes, mais aux ressources aussi. On est là pour pouvoir soutenir les ressources, à mieux accueillir les personnes en situation de handicap, à les faire participer aussi dans la prise de décision et les changements concrets. Ça veut dire que ce soit avec la Ville de Montréal, on essaie de travailler fort pour les sensibiliser, pour que des politiques incluent aussi les politiques d'inclusion et d'accessibilité universelle. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'inclusion, mais qu'est-ce qu'on entend? C'est souvent galvaudé, c'est souvent changé. Important de préciser, d'inclure les personnes, de travailler avec elles. Aussi, nous, on a lancé une initiative qui est pour créer des communautés sécuritaires parce que la violence pour nous, c'est un enjeu qui est énorme ici dans la grande ville de Montréal ou ailleurs. On veut agir contre les violences sexistes, mais les violences sexistes ne se déroulent pas juste dans un milieu de travail, ça se déroule aussi dans les milieux publics, aussi dans les environnements publics et c'est important de pouvoir protéger, de pouvoir dire aux femmes que vous êtes en sécurité. Nous, en tant que communauté, on choisit d'avoir des
environnement sécuritaire. Je vous donne un exemple. Moi, quand je me promène avec ma canne blanche, ben, j'ai des inquiétudes. Quand il suffit qu'il y ait un peu plus de noirceur, j'ai peur, je ne me déplace pas, j'évite certains problèmes. Tout à l'heure, Mélisine, elle l'a dit, moi-même, je me crée des obstacles, m'exclus parce que je ne me sens pas en sécurité. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, parce que je me sens en situation de vulnérabilité avec mes déplacements et surtout que les lumières ne sont pas assez fortes pour moi. Donc, il y a aussi du travail qui est fait. Moi, je vous inviterai Seulement, aussi. est-ce que Oui. je ne savais pas s'il vous reste beaucoup de. Je me suis dit, je ne la couperai pas, mais si vous voulez peut-être conclure, mais c'est peut-être le dernier aussi, je ne sais pas Ben, certaine. je conclus rapidement parce qu'il y a des initiatives que l'on encourage, à laquelle on a collaboré et on participe. Ici, c'est des jeunes qui parlent d'accessibilité. On est en période électorale municipale. C'est très important de prendre sa place et de parler, d'être présent parce qu'on est souvent absent, les personnes en situation de handicap, surtout les femmes, on est souvent absent. Je parle aussi de cette initiative parce que c'est notre mandat aussi d'identifier certaines initiatives qui sont porteuses de changement aussi, des actions transformatives. Ici, ça se fait à Kanawagé, c'est avec les Premières Nations. C'est très important peut-être de comprendre aussi le handicap vu par les Premières Nations. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on travaille pour pouvoir sensibiliser plus la communauté et sensibiliser les autres à inclure aussi des groupes de population avec qui on ne travaille pas souvent ou ils sont marginalisés de façon systématique. Donc, voilà, je fais le tour un petit peu pour dire qu'est-ce que nous, on fait comme initiative par rapport à l'inclusion et par rapport à l'accessibilité et l'appropriation des environnements publics. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc, comme dernière intervention, on va entendre Lise du CAF, sur vos actions et perspectives. Donc, à vous la parole, Lise. Ah, votre micro est fermé. Parfait. Oui, bonjour à tous, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je vais vous parler dans le même sens que Mélusine, finalement. C'est un complément au harcèlement de rue. Tout d'abord, je crois qu'on doit prendre conscience que ce comportement masculin existe et qu'il porte un nom, harcèlement de rue, et qu'il est évitable. Les hommes n'ont pas de droits acquis sur le corps des femmes. Les femmes sont souvent socialisées à fermer les yeux sur les comportements masculins et le discours dominant a tendance à blâmer celles qui sont ciblées par le harcèlement de rue et à déresponsabiliser ceux qui le commettent. Le harcèlement de rue s'inscrit dans le continuum des violences commises contre les femmes. Il faut adopter une analyse féministe et intersectionnelle du problème pour qu'aucune femme ne soit invisibilisée et que toutes les expériences soient prises en compte. Écouter, croire et soutenir celles qui le dénoncent. Il faut se positionner publiquement contre le harcèlement de rue en collaboration avec des organisations qui travaillent sur cet enjeu. Bon, nos actions. Alors, depuis 2012, nous avons mené différentes initiatives. Un questionnaire ayant permis de recueillir plus de 250 témoignages de femmes et de filles à Montréal. Création et distribution d'outils de sensibilisation, dépliants, tracts, autocollants, macarons, vidéos pour les jeunes, balados. Tout est sur le site web du CAF. Il y a eu des rencontres avec les médias, les élus, la STM. Nous voulons amener la Ville de Montréal et la STM à se positionner publiquement face au harcèlement de rue. Il y a eu campagne d'affichage dans les transports en commun et les lieux publics, récemment récompensés par le prix Guy Chartrand, remis par l'organisme Trajectoire Québec. Nos affiches sont souvent vandalisées.
preuve que nos messages dérangent et sont percutants. Il y a eu une recherche aussi avec le service aux collectivités de l'UQAM sur les impacts du harcèlement de rue sur les femmes à Montréal. Le rapport a été publié le 14 avril 2021. Il y a aussi l'animation d'une page Facebook « Non au harcèlement de rue Montréal ». Nous avons rencontré via Zoom des alliés à l'international. Le collectif Stop Harcèlement de rue Paris qui milite partout en France. Des mesures punitives ont été mises sur pied en France contre les harceleurs. Ces mesures sont remises en question par le collectif. Nous avons donné des formations, notamment aux fonctionnaires de la Ville de Montréal, au personnel du quartier des spectacles, à des jeunes ados de l'organisme Ensemble pour la diversité. À venir l'an prochain, la Ville de Montréal a accepté de financer notre projet d'aller à la rencontre des jeunes dans les écoles pour les sensibiliser et entendre leur vécu en ce qui a trait au harcèlement de rue et intégrer leurs propos à notre analyse. Nous travaillons également de concert avec notre partenaire du service aux collectivités de l'UQAM à revendiquer auprès de la Ville une étude quantitative à l'échelle populationnelle du harcèlement de rue. Celle-ci serait complémentaire à notre recherche publiée en avril dernier. Nous misons sur l'éducation et la sensibilisation pour freiner le harcèlement de rue. On doit cibler des solutions collectives qui visent un changement dans les mentalités. La répression policière n'est pas un axe que nous privilégions. Elle mène souvent à du profilage social et racial. Punir les harceleurs sur une base individuelle ne mettra pas fin au problème social qu'est le harcèlement de rue. Une façon constructive d'aller de l'avant serait d'intégrer le harcèlement de rue dans les cours d'éducation à la sexualité dès le plus jeune âge et promouvoir l'éducation populaire sur la notion de consentement. Je vais vous parler maintenant du transport adapté. Je suis une utilisatrice occasionnelle du transport adapté en raison d'un handicap moteur et j'ai aussi une déficience auditive. J'utilise à la fois le transport régulier et le transport adapté, surtout l'hiver, le transport adapté. Bon, les utilisatrices du transport adapté de la STM insistent sur l'importance de former les chauffeurs qui interviennent physiquement auprès des usagères en situation de handicap. Elles demandent un droit de regard sur le contenu de ces formations. Les chauffeurs doivent être formés sur le harcèlement sexuel et les manœuvres adéquates pour aider les utilisatrices à s'installer confortablement et à sortir de leur véhicule. Conséquemment, le Centre d'éducation et d'action des femmes est devenu membre du RUTA, le regroupement des utilisateurs et utilisatrices du transport adapté, dans le but de documenter ces enjeux. Un contact a également été établi avec l'Association des personnes de petite taille. Nous avons du pouvoir sur la situation en tant que groupe. Ainsi, il nous fera toujours plaisir de partager notre matériel avec vous. Contactez-nous, on aime ça. En conclusion, j'aimerais apporter mon petit grain de sel. Il s'agit d'un point qui a été effleuré au comité harcèlement de rue du CF, la toponymie. Tant que les noms de rues, de parcs, de stations de métro, de places publiques seront majoritairement attribués à des hommes,
Ces derniers croiront que l'espace public leur appartient et en feront leur terrain de jeu. Il doit y avoir une parité en toponymie et des noms de femmes doivent être donnés à de grands artères et non pas qu'à des petits endroits reculés au fond des quartiers et de l'oubli. Merci. Merci, Lise. Vous êtes vraiment toutes inspirantes, Selma, Lise, Mélusine et Catherine, qu'on va entendre avant de passer à la période d'échange. Donc, à toi la parole, Catherine. Merci beaucoup. Je me permets une petite parenthèse aussi. Là, ce que Lise vient tout juste de dire en termes de la toponymie et tout ça, c'est vraiment c'est l'exclusion symbolique des femmes de l'espace public. On en parle beaucoup moins, mais c'est flagrant. Je me souviens, il y avait comme l'expo dans le métro Place des Arts, je ne me trompe pas, où est-ce qu'ils ont mis des images de toutes les personnes qui ont été, c'est leur nom qui se retrouve dans les stations de métro, c'est que des hommes blancs. C'est fou de penser que ça existe encore aujourd'hui. Puis c'est ces éléments-là qui sont vraiment subtils aussi dans les espaces publics, mais qui communiquent justement que la ville n'est pas faite pour et par des femmes. Donc, petite parenthèse, merci bien d'avoir souligné cet élément très important aussi. Donc, je vais reprendre un peu sur la discussion un peu sur le projet MTL. Donc c'est ça, fait que là, je vous ai parlé un peu de l'état de lieu qu'on avait fait parce qu'on a identifié les barrières à la participation des femmes. Donc, suite à ça, ce qu'on a fait ce qu'on appelait des projets d'expérimentation, donc avec différents partenaires, donc avec les tables de quartier, bien sûr, mais aussi avec le conseil municipal, donc via le bureau de la présidence, avec l'Office de consultation publique de Montréal, certains arrondissements et Villiers aussi, donc c'était vraiment l'échelle de l'agglomération. Où est-ce qu'on a modifié les différentes pratiques de participation justement pour essayer de voir si on pourrait réussir à promouvoir la participation des femmes et la diversité des femmes, donc le profil de femmes qui participent. Donc, pour vous donner un petit optique aussi là-dedans, les enjeux surtout d'urbanisme rallient beaucoup moins de femmes. Puis, les conséquences de ça, c'est que les femmes ne sont pas représentées dans les discussions, dans les solutions, dans les propositions et tout ça. Donc, à titre d'exemple, l'OCPM, on commence à compter, au travers le projet aussi, le nombre de femmes et d'hommes qui participent et personnes non binaires aussi qui participent à leur consultation. Puis, c'était un des chiffres les plus bas pour un projet d'urbanisme, était un taux de participation de femmes de 13%. Donc, c'est 87% des personnes qui sont exprimées, c'est identifié comme des hommes. Donc, c'est vraiment une lacune importante aussi, non, si nos voix ne sont pas là autour de la table. Donc, le fait d'avoir participé au projet, puis je pense que les collègues l'ont déjà nommé aussi, c'est une des premières choses qu'il faut faire, c'est de bien connaître la population, d'en prendre connaissance et de faire preuve aussi de la volonté de réagir justement pour s'assurer d'une certaine équilibre. Donc, même au travers du projet MTL, l'OCPM maintenant sont dans la zone paritaire et souvent au moins aux 50% pour la taux de participation des femmes. Donc, c'est déjà beaucoup mieux. Donc, ça, c'est vraiment un effort aussi qu'ils ont mis de leur côté aussi pour s'assurer justement de rejoindre l'ensemble de la population pour que ce soit beaucoup plus représentatif. Donc, suite à ces projets d'expérimentation, donc nous, l'équipe de travail, on a évalué quand même 109 moments de participation, si on veut aussi, pour essayer de bien cibler les pratiques qui semblent prometteuses aussi, donc d'avoir un impact sur la participation des femmes. Puis là, l'impact, c'est vraiment, on ne parle pas juste de nombre de femmes dans la salle, mais de femmes qui lèvent la main, qui prennent la parole et aussi qui parlent de la qualité de leur expérience de participation. Donc, ce n'est pas juste pour être présente dans la salle, mais aussi pour dire que je sens que j'ai été entendue, qu'on m'a écoutée, que j'avais justement cet espace pour m'exprimer. Donc, c'est vraiment dans le qualitatif aussi de l'expérience de participation. Donc, avec tout ça, on a ciblé 23 pratiques et on a développé notre trousse d'outils.
Donc, pour une participation égalitaire et inclusive pour toutes les femmes. Puis, je vais vous mettre le lien dans le chat tantôt aussi, mais c'est vraiment, on voulait vraiment que ce soit un outil qui pouvait être adapté à différents milieux, puis on propose notamment différentes adaptations dans le guide aussi, et aussi qui pouvait être approprié par différentes villes, différents groupes communautaires et toute organisation qui souhaite justement faire une consultation de la population. Pour s'assurer justement qu'on réfléchit en amont aussi à comment organiser et structurer nos événements pour les rendre justement plus inclusifs. Donc c'est ça. Fait que la trousse est organisée en 5 parties, si on veut. Donc, on a identifié 5 axes d'intervention. Donc, en termes de communication et diffusion d'informations, on a aussi mobilisation, empowerment, la révision des structures et mécanismes de participation, l'accueil, le déroulement et les aspects logistiques, et aussi la formation et le développement professionnel des personnes qui organisent et qui animent ces consultations. Donc, il y a vraiment beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Puis, il y a aussi des propositions qui sont comme assez simples aussi. Donc, par exemple, si on voit qu'il y a moins de femmes autour de la table, bien, on peut inviter des groupes de femmes. Donc, ça semble évident, mais ce n'est pas tous les groupes de femmes qui sont dans les listes de diffusion non plus. Et si on fait toujours le même, si on circule toujours l'information auprès des mêmes personnes, mais c'est les mêmes personnes qui se présentent aussi. Sinon, il y a aussi d'organiser des événements dans les différents espaces, donc d'avoir comme des séances de conseil itinérants aussi, ce qu'on dit, donc dans les espaces publics où les femmes se retrouvent peut-être par hasard aussi et qui viennent participer une première fois, vu qu'elles étaient déjà sur le lieu. Donc ça aussi, ça permet un certain contact auprès des élus qui est un peu privilégié, mais aussi informel. Donc, on brise un peu les barrières aussi, qui sont sinon dans le très formel parfois pour des séances de conseil, entre autres, et qui favorisent justement la participation des femmes par la suite. Donc, il y a beaucoup de différentes options et possibilités qui sont vraiment présentées dans le trousse aussi. Je ne vais pas parcourir au travers tout l'ensemble, mais je vais présenter quand même peut-être 2 exemples qui, pour moi, se démarquent un peu. Donc, une des choses qu'on a proposées, c'est des activités d'initiation. Donc là, c'est vraiment surtout pour des femmes qui sont peut-être les plus éloignées des processus formels de participation publique, donc d'organiser des événements peut-être en plus petits groupes aussi pour leur amener justement à participer peut-être une première fois aussi. Donc, avec l'arrondissement de Rosemont, la Petite Patrie, par exemple, il y avait un parc qui était pour être développé. Donc, on a organisé des marches exploratoires. Je sais qu'il y a des personnes ici sur la PEG qui en ont fait beaucoup. Puis un shout-out à Anne Michaud aussi, qui était comme la pionnière à Montréal aussi par amener les marches exploratoires. Donc là, c'est vraiment, tu sais, ce qu'on essaie de faire, c'est valoriser l'expérience du vécu des femmes aussi qui connaissent déjà leur quartier, ce qui ne marche pas dans les espaces publics et qui ont des idées aussi de solutions justement pour encourager justement la transformation de ces espaces dans des espaces plus sécuritaires, plus inclusifs, plus conviviales aussi pour l'ensemble de la population, notamment pour la diversité des femmes. Donc là, pour faire une marche exploratoire, on s'en va vraiment sur un lieu. Donc, c'est vraiment comme quelque chose de pratico-pratique, tout le monde peut participer. Puis on essaie de voir aussi les éléments dans le bâti et dans l'animation du lieu aussi qui favorisent ou non la présence des femmes. Donc, on a divers principes d'aménagement qu'on appelle aussi, comme voir et être vu. Est-ce que je peux voir un peu ce qui se passe autour de moi? Si j'ai besoin d'aide, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me voit? Puis, c'est toutes des questions de visibilité, par exemple. Savoir où on est. Puis, ça a déjà été évoqué notamment par Selma aussi, qui parlait justement du fait que dans les autobus, maintenant, elle peut mieux se retrouver aussi. Et suite au projet aussi auquel Selma fait référence avant, on a ajouté un 7e principe, soit de l'inclusion et l'accessibilité, qui est maintenant transversal dans tout ce qu'on fait autour des marches exploratoires. Et donc, les femmes notent justement les éléments qui qui favorisent leur sécurité, inclusion et les éléments justement à ignorer. Puis c'est tout ramené par la suite dans un rapport qui est produit. Donc ça, ce qui était intéressant, c'est premièrement, c'est une volonté politique de l'arrondissement de le faire aussi. Donc c'est une élue qui a porté ce dossier-là, qui a s'assuré d'une mobilisation de différentes personnes aussi, et surtout des personnes qui fréquentent déjà le lieu, donc qui sont déjà autour de ce parc-là aussi pour vraiment prendre la peau des femmes qui utilisent cet espace public. Et ensuite, c'était fait en amont. Donc, tout ce rapport-là est maintenant
transmis à les personnes qui vont être chargées justement de ce redéveloppement de ce site-là. Donc, c'est vraiment, tu sais, c'est sur la base de ces recommandations-là que les aménagements futurs vont être faits. Donc, ça, pour moi, c'est comme un exemple de quelque chose qui peut être fait, mais il y en a tellement. Puis la dernière chose que je vais dire, c'est le temps de conclure, c'est que maintenant, puis là, c'est vraiment un petit pitch que je vais faire aussi. Vous savez peut-être que la Ville de Montréal est maintenant en train de développer un plan d'urbanisme et de mobilité, donc avec une vision de perspective jusqu'à 2050. Donc, c'est quand même sur un long terme. Donc, c'est notre ville d'ici 2050 et c'est quoi notre vision pour 2050? Comment est-ce qu'on va y arriver? Donc, ce qui est vraiment intéressant là-dedans, puis nous, en toute transparence, à Concertation Montréal, on accompagne la ville dans le processus aussi, c'est qu'on va appliquer justement une approche ADS+, pour essayer justement de faire en sorte que cette vision-là soit beaucoup plus inclusive de ce qu'on avait vu auparavant. Donc, il y a beaucoup d'informations, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais vous allez déjà commencer à entendre dans les prochaines semaines, en fait, d'un projet de ville qui serait lancé. Et je peux dire aussi, ce qui est bien, c'est que là, dans les documents qui sont vraiment très techniques, souvent aussi, il y a une volonté de simplifier l'information pour la rendre accessible au public aussi, pour permettre justement à la diversité de la population de participer. Et en plus d'aller voir la population jeune aussi, qui vont hériter justement cette ville de 2050 aussi, d'aller participer. Fait que là, ça s'en vient, les grandes consultations sont prévues pour l'année prochaine, donc 2022. Mais j'espère que toutes les personnes qui sont sur l'appel ici aujourd'hui vont justement aller participer pour s'assurer que justement la diversité des voix des Montréalaises soit bien reflétée dans les documents finaux. Donc, merci beaucoup. Merci, Catherine. Je rajouterais un élément que j'ai vu dans votre rapport et que j'ai vu dans plusieurs sur la participation, c'est que les gens veulent savoir leur participation va servir à quoi. Donc, s'assurer aussi que quand on participe, est-ce que notre point de vue va être entendu? Comment la décision va être prise? Puis, j'en profite pour faire une publicité. Si vous êtes dans notre comité développement local et régional, c'est un comité à la table qui, justement, va réfléchir sur ces enjeux-là. Puis, avant d'aller faire des représentations à la Ville de Montréal, il va essayer de voir avec les groupes, qu'est-ce qu'on met de l'avant? Est-ce qu'on pourrait se mobiliser en lien avec le plan d'urbanisme? Donc, celle intéressée, c'est un bon safe space aussi pour réfléchir à ces enjeux-là. Donc, maintenant, on sera à la période d'échange.